Je vous propose dans cette fiche de stéréochimie de réviser le vocabulaire relatif à la structure géométrique de la molécule. C'est la définition de la stéréochimie. Nous allons commencer dans cette première page par étudier les éléments internes d'une molécule qui leur donnent leurs propriétés stéréochimiques, à commencer par les carbones asymétriques et les doubles liaisons pour les alcènes. Donc pour ce qui est des carbones asymétriques, je vous rappelle qu'un carbone est asymétrique s'il porte 4 groupements différents. C'est ce que je peux montrer ici. Ce carbone porte un OH, un CH3, un phényl et un hydrogène. Il est donc asymétrique, ce que nous mentionnons par cette petite étoile. Deuxième exemple, nous avons ici une molécule cyclique. Elle porte 1, 2, 3 carbones asymétriques que nous pouvons vérifier, puisque ici, bien qu'il ne soit pas mentionné, nous avons un hydrogène, CH3, un cycle qui va vers du brome, un cycle qui va vers de l'oxygène. Ce carbone porte bien 4 groupes différents. Vous pourriez vérifier la même chose pour les deux autres carbones asymétriques. Dernière molécule, attention, le carbone qui est ici, il porte un CH3, un hydrogène, mais le cycle qui va ici vers le haut ou la branche du cycle qui va vers le bas sont parfaitement symétriques. On remarque ici une symétrie par rapport à ce carbone, de sorte que ce carbone-là ne porte pas 4 groupements différents, il n'est pas asymétrique. Vous pourriez vérifier que les deux autres sont par contre asymétriques, parce qu'il n'y a pas d'élément d'asymétrie par rapport à ces carbones-là, en coupant ici, cette partie du cycle est différente de cette partie du cycle. Donc, une fois que les carbones asymétriques sont identifiés, on peut les nommer, leur donner une caractéristique. En effet, un carbone asymétrique présente deux isomères différents de géométrie que l'on va qualifier par les configurations que l'on appelle R ou S. Donc pour trouver les configurations et identifier ces configurations, on procède au classement CIP Can-Ingold-Prelog, c'est-à-dire par Z décroissant de tous les groupes, des 4 groupes portés. Sur l'exemple de cette molécule, nous avons ici le carbone qui est asymétrique et qui porte 1, 2, 3, 4 groupes qui certes sont différents, mais chacun de ces groupes commence par un carbone. Carbone, 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 carbone. Donc au premier degré, les Z sont identiques, donc nous allons voir au degré suivant. Le carbone qui est ici porte 2 hydrogènes, un oxygène. Celui-ci, un hydrogène, 2 carbones. Une double liaison, c'est un carbone et un carbone fantôme. Celui-ci, 1, 2, 3 carbones. Et le dernier n'en porte pas. Dans ces conditions, à Z décroissant, le Z le plus grand donne l'élément prioritaire. Et c'est donc ici ce CH2 qui porte un OH de Z majeur qui est prioritaire devant ce carbone qui porte 3 carbones, puis devant ce carbone qui porte 2 carbones seulement, et le dernier qui n'en porte pas, et qui est donc l'ordre de priorité D. Une fois que ce classement a été effectué, on applique la règle d'observation de la molécule, qui consiste à placer l'œil qui regarde directement le carbone asymétrique étudié dans la direction du groupe de priorité D, qui est à l'arrière. Donc par rapport à cette molécule, j'ai ici le carbone étudié, j'ai ici le carbone D, et donc pour placer et observer cette molécule, il faut que j'imagine que mon œil soit ici, pour regarder la molécule comme ceci. Une fois que j'ai placé l'œil dans la bonne direction, œil carbone asymétrique D, alors j'opère une rotation ABC, et la rotation que j'opère ici ABC, elle est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le sens rectus. Et donc, si j'observe un sens rectus, je qualifie le carbone asymétrique de R. Si j'avais trouvé un sens inverse des aiguilles d'une montre, je l'aurais appelé S pour sinister. C'est ce qui vous est mentionné ici en bleu. Je vous propose une autre molécule pour pratiquer la même chose. Donc, j'ai ici une molécule avec un carbone asymétrique qui a 4 groupes différents. Je vais classer les Z par ordre décroissant. J'ai ici un carbone, un hydrogène, un azote. Z majeur, c'est l'azote. Z mineur, c'est l'hydrogène. Il me reste 2 carbones. Je regarde au deuxième degré. Ce carbone porte 3 carbones. Ce carbone porte un oxygène, 2 hydrogènes. Au Z majeur, c'est donc lui qui est B et lui qui est C. Donc, je me propose de placer l'œil selon la règle qui est indiquée. œil, c'est étoile D, sauf que je constate que le D est devant. Et ça, c'est compliqué. Et donc, plutôt que d'essayer de me contorsionner, à m'imaginer à l'arrière du plan de cet écran, eh ben, je vais essayer, au contraire, d'inverser le sens d'observation. Donc, je vais placer l'œil ici. Et au lieu de regarder œil
carbone D, et ben je regarde œil D, carbone étoile, ce qui est indiqué ici. Donc si on place son œil en regardant l'atome de priorité D, puis au loin le C étoile, c'est qu'on a inversé le sens d'observation. J'applique la même règle, je tourne ABC. Donc en tournant ABC ici, je constate que je tourne de le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si j'avais regardé correctement, le carbone asymétrique aurait été S, mais comme j'ai regardé à l'inverse, j'inverse mon résultat et mon carbone asymétrique est R, tout comme celui-ci. Deuxième élément d'une molécule qui lui donne une stéréochimie, les doubles liaisons qui peuvent être soit Z, soit E. Pour déterminer cette configuration Z ou E, il est indispensable que l'alcène ait deux groupes différents sur chaque carbone de la fonction double liaison C. Donc si je regarde par exemple cet alcène, je vois ici sur ce carbone un CH3 et un hydrogène, donc il a bien deux groupes différents. Sur celui-ci, un CH3 et un phényl, donc il a bien deux groupes différents. Donc cet alcène va présenter des stéréoisomères de configuration. Par contre, si je regarde l'alcène que je vous propose ici, vous constatez ici un phényl, un CH2OH, deux groupes différents, mais sur ce carbone-là, deux méthyls, deux groupes identiques, celui-ci ne présentera pas de stéréoisomère de configuration. Pour nommer ces stéréoisomères, Z ou E, on procède selon le même phénomène, classement Canning-Gold-Prelog, CIP, par Z décroissant des groupes sur chaque carbone séparément. Donc, je prends ici cette molécule qui présente une stéréoisomérie, je l'ai identifiée. Sur ce carbone-là, j'ai un CH3 et un H. Le carbone a un Z supérieur à l'hydrogène, donc le CH3 est A et l'hydrogène est B. Ensuite, sur l'autre carbone, j'identifie un CH3 et un phényl. Un phényl, je vous le rappelle, c'est un carbone qui porte 3 carbones. Donc celui-ci va être prioritaire devant le CH3. Donc vous remarquerez que bien que les deux groupes CH3 soient identiques ici, ils ont des ordres de priorité différents. Attention aux illusions d'optique. Ensuite, je continue la règle. Si les deux groupes prioritaires sont en syn par rapport à la C double liaison C, alors l'alcène est Z. S'ils sont en trans par rapport à la C double liaison C, alors l'alcène est E. Vocabulaire, syn ou trans. Quand est-ce que deux groupes sont en syn ou en trans par rapport à une double liaison? Vous avez ici deux groupes sur un alcène que j'ai identifié groupe E1, groupe 2. Pour passer de l'un à l'autre en ligne droite, je ne traverse pas la double liaison, ils sont du même côté. Je vais les dire en syn. Si par contre, pour passer du groupe 1 au groupe 2, je dois traverser la double liaison en ligne droite, donc pour passer de 1 à 2 en ligne droite, je suis obligé de traverser la double liaison, on dit que les groupes sont en trans. Donc la règle, je répète, si les deux A sont en syn, alors c'est Z, si les deux A sont en trans, alors c'est E. Donc je prends le A, je prends le deuxième A, pour passer de l'un à l'autre, je traverse la double liaison, cet alcène est donc de configuration E. Si en termes de priorité, j'avais voulu classer ici, j'aurais dit celui-ci est A, celui-ci est B, et vous constatez que pour l'autre, je ne peux pas opérer de classification. Donc, si vous n'aviez pas vu que ce n'était pas le cas, quand vous voulez opérer la classification, vous vous rendez compte que ça n'a pas lieu puisqu'ils sont identiques et on ne peut pas les classer l'un par rapport à l'autre. Dans ce dernier exemple ici, je voudrais illustrer ce vocabulaire cis et trans, dont on peut se poser la question pourquoi on a imaginé Z et E alors qu'on avait déjà syn et trans. Ben, tout simplement parce que ce vocabulaire, il est commun au cycle, complètement indépendant des alcènes. Si vous avez ici un cycle que j'ai dessiné dans le plan moyen, que j'ai aplati dans le plan moyen de l'écran, vous constatez que le phényl, le CH3 et ici le groupe vinyl, ou alcène, et sont au-dessus du plan moyen, dessiné en gras. Alors que l'hydrogène, le chlore et ce deuxième hydrogène ici sont dessinés en dessous du plan moyen. Eh bien, je peux dire que le groupe phényl est en trans du chlore, puisque pour passer du groupe phényl au chlore en ligne droite, je vais être obligé de traverser le plan du cycle. Dans ces conditions, je peux dire que pH et Cl sont en trans l'un de l'autre. Par contre, phényl, CH3 et vinyl ici, pour passer de l'un à l'autre en ligne droite, je ne traverse pas le plan de cyclohexane et donc je peux considérer qu'ils sont en syn. Donc le vocabulaire cis et syn ou trans est commun aux alcènes et aux cycles, mais le vocabulaire Z et E est spécifique de la configuration des alcènes.
Nous pouvons maintenant passer à la page 2 qui va s'intéresser à la stéréochimie pour une molécule entière. Alors, pour ce qui est d'une molécule entière, on va définir le vocabulaire chiral, méso, non chiral. Vous voyez qu'il est commun ici à méso et non chiral. Et puis, on va s'intéresser au calcul du nombre de stéréoisomères. Donc, pour une molécule entière, on peut définir ce qu'est une molécule chirale. Alors, qu'est-ce qu'une molécule chirale? La définition est non superposable à son image dans un miroir. Cela étant, c'est parfois délicat, avec des molécules complexes, de voir si oui ou non elle est superposable à son image dans un miroir. Et donc, il existe une autre façon de considérer qu'une molécule est chirale, c'est une façon plus technique. Eh bien, lorsqu'une molécule possède un ou des carbones asymétriques et aucun élément de symétrie, vous pouvez être certain qu'elle est chirale. Par exemple, ici, vous avez cette molécule qui a deux carbones asymétriques, je vous laisse le vérifier, mais certainement aucun élément de symétrie, puisque ce carbone ne peut pas être image dans un miroir de celui-là, cette molécule n'a pas de plan de symétrie verticale, n'a pas de plan de symétrie horizontale, n'a pas de centre de symétrie, cette molécule, à coup sûr, est chirale. Les groupes sont différents sur chaque atome, ça assure que la molécule ne présente aucun élément de symétrie. Il existe des molécules chirales qui néanmoins n'ont pas de carbone asymétrique, un peu exotiques, par exemple celle-ci. Celle-ci est une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Cela étant, pour le voir, c'est peut-être un peu compliqué, sauf si l'on considère cet ensemble à 3 carbones. Alors cet ensemble à 3 carbones, c'est ce qu'on appelle un système allénique, où vous avez un carbone qui a une double liaison d'un côté et une double liaison de l'autre. Pour que ce système existe, il faut que cet alcène, par exemple ici, est orienté dans le plan de la feuille, alors que celui-ci est orienté perpendiculairement au plan de la feuille. C'est le seul moyen pour que ça existe. Et bien dans ces conditions, si vous oubliez qu'il y a là au milieu 3 carbones et si vous assimiliez ça à un seul carbone, vous auriez un carbone qui porte 1, 2, 3, 4 groupements différents. Et donc finalement, c'est assez équivalent à un carbone asymétrique. Et donc cette molécule est effectivement chirale. Elle a un carbone asymétrique, elle n'a aucun plan ni aucun élément de symétrie. Et dans ces conditions, elle est chirale aussi. Bon, je répète, c'est une molécule un peu exotique. Deuxièmement, je vous propose de nous intéresser aux molécules méso. Qu'est-ce qu'une molécule méso? Une molécule méso est une molécule qui possède des carbones asymétriques. Alors là, j'ai pas mis un, elle a forcément au moins 2 carbones asymétriques. C'est une molécule qui possède des carbones asymétriques et un élément de symétrie. Constatez la différence, aucun élément de symétrie et un élément de symétrie. Et comme elle a un élément de symétrie, eh bien, elle va être identique à son image dans un miroir. Et si elle est identique à son image dans un miroir, forcément, elle n'est pas chirale. Donc, les molécules méso ne sont pas chirales, molécules non chirales mais méso. Elles possèdent des carbones asymétriques et un élément de symétrie. Je vous présente une molécule méso ici, où vous avez deux carbones asymétriques qui portent chacun 4 groupes différents. Mais vous voyez que dans cette conformation décalée, cet hydrogène est l'image par rapport à ce point M de celui-ci, et ainsi de suite. En clair, le point M est un centre de symétrie de cette molécule. En position éclipsée, elle aurait présenté un plan de symétrie. Bref, elle a un élément de symétrie, elle est méso. Je vous présente une autre molécule méso. Vous avez celle-ci avec un cycle à 5 centres, où on vous a marqué 1, 2, 3, 4 carbones asymétriques. Mais vous pouvez constater que cette molécule présente un plan de symétrie. Si je dessine ce plan de symétrie ici par ce pointillé, donc vous imaginez un plan qui coupe la molécule en deux, vous voyez bien que ce carbone symétrique ici est le symétrique de celui-là, celui-ci avec ce CH3, cet hydrogène est le symétrique de celui-là, ici le plan passe par ce carbone, donc cette molécule présente un plan de symétrie. Elle a des carbones asymétriques, elle a un plan de symétrie, c'est une molécule méso. Une deuxième molécule méso sur le même principe, avec un cycle à 6 centres cette fois-ci, et un plan de symétrie. Je marque la marque de la traversée du plan de symétrie ici, avec ce carbone CH3 ici, qui est pour image celui-là. Les configurations sont indiquées ici, et vous remarquez que par symétrie, la symétrie d'un S est forcément un R, donc les molécules méso ont forcément des carbones asymétriques de configuration opposée, de part et d'autre de leur plan de symétrie. C'est une obligation. Je peux passer maintenant aux molécules non chirales, je ne vais pas m'éterniser puisqu'elles n'ont pas de carbone asymétrique, donc une molécule qui n'a pas de carbone asymétrique n'est pas chirale, c'est une obligation.
On poursuit par le nombre de stéréoisomères. Si on appelle N le nombre de stéréoisomères et A le nombre de fonctions alcènes, alors le nombre maximum de stéréoisomères qui sera possible pour une molécule sera 2 puissance N, où N est le nombre de carbone asymétriques, fois 2 puissance A, où A est le nombre de fonctions alcènes. Si je prends un exemple, cette molécule, vous avez ici une molécule qui présente 1, 2, 3, 4 carbones asymétriques, plus une fonction alcène, qui a été dessinée en configuration Z ici, mais elle pourrait éventuellement être en configuration E. Et donc vous avez ici N qui vaut 4, A qui vaut 1, 2 puissance 4 fois 2 puissance 1, ça fait 2 puissance 5. Cette molécule peut avoir 2 puissance 5 stéréoisomères, et elle a effectivement 2 puissance 5 stéréoisomères. Néanmoins, j'ai mis en indice ici un max, parce que dans certains cas, les molécules peuvent perdre des possibilités de stéréoisomères. Ça va être le cas si vous avez deux carbones qui ne sont pas indépendants en termes de stéréochimie. C'est le cas en particulier quand la molécule présente un pont. Voici une molécule avec ici un cycle à 6 plus un pont, ici c'est le carbone ponté. Elle a 3 carbones asymétriques qui vous sont mentionnés, le carbone numéro 3, le carbone numéro 1, le carbone numéro 2 en configuration S, R et S. Imaginez que vous souhaitiez dessiner le carbone, le stéréoisomère, dont le carbone asymétrique ici soit S, tout en maintenant celui-ci S. Pour que celui-ci soit S, il n'y a pas 50 solutions, il faut inverser la position du pont. Donc il faudrait dessiner le pont en dessous. Mais si vous dessinez le pont en dessous, eh bien, vous inversez de la même façon le carbone asymétrique de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des carbones asymétriques non indépendants. Eh bien, quand vous avez comme ça des carbones asymétriques non indépendants, le nombre de stéréoisomères est divisé par 2 par couple dépendant, si je puis dire, donc par pont. Donc ici, cette molécule avait 1, 2, 3 carbones asymétriques, au maximum 2 puissance 3 stéréoisomères. Malheureusement, il y a un pont, donc ce n'est pas 2 puissance 3 que je dois appliquer, c'est 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 2, 4 stéréoisomères. En réalité, le nombre de stéréoisomères est divisé par 2 par nombre de ponts. Donc je peux vous montrer ici tous les stéréoisomères qui existent. 2 puissance 2, ça fait 4. Donc je vous ai représenté ici le stéréoisomère qui est image dans le miroir de celui-là. Et donc le S qui est ici est devenu un R, le R qui est là est devenu un S, le S qui est là est devenu un R. Donc j'ai changé la configuration d'un carbone et j'ai changé la configuration de l'autre, je ne peux pas faire autrement. J'ai par la même occasion changé la configuration du groupe alcool ici. Mais je peux imaginer cette molécule dans laquelle je n'aurais changé que le groupe alcool, c'est celle-ci. Et alors en prenant son image dans le miroir, je inverse à nouveau tous les carbones. Le R devient S, le R devient S, le S devient R. Mais quoi qu'il arrive, la paire 1, 2 ici qui est reliée par le pont, elle est soit RS, soit SR. Et je n'ai pas pu dessiner le RR ou le SS. C'est le problème du pont et c'est pour ça que le nombre de stéréoisomères est divisé par 2. Deuxième point, si l'alcène est bloqué, j'ai dessiné ici une molécule qui ressemble fort à celle-ci, pour laquelle nous avons 1, 2, 3, 4 carbones asymétriques et un alcène. Donc la formule de base serait la même que pour celle-là. Sauf que l'alcène ici, il est intracyclique, tel que c'est mentionné ici, et donc il est bloqué. Je ne peux pas envisager de fabriquer l'alcène E ici, celui-ci est en Z. Donc en clair, le nombre d'alcènes est, je lui enlève la valeur 1 par alcène bloqué. Comme ici je n'ai qu'un alcène, le nombre d'alcènes qui donne de la configuration devient égal à 0, et donc le nombre de stéréoisomères de cette molécule n'est plus 2 puissance 5 comme ça l'était pour celle-ci, mais est devenu 2 puissance 4 avec les 4 carbones asymétriques. Cette molécule n'a pas de pont, ça c'est une jonction entre deux cycles, et toutes les options de géométrie sont envisageables. Pour finir, si vous avez parmi les stéréoisomères une molécule méso, à ce moment-là, il faut enlever des stéréoisomères. Reprenons cette molécule ici. Cette molécule-là, théoriquement, on pourrait envisager la molécule RS, ça serait son image dans le miroir, mais elle est identique à son image dans le miroir, et donc la molécule image dans le miroir de celle-ci ne fait pas partie des stéréoisomères envisageables. Par contre, vous pouvez envisager
les stéréoisomères où vous avez RR et SS, mais la molécule qui serait R ici, S là, serait identique à celle-là et a donc disparu. Donc lorsque vous avez une molécule méso, comme celle-ci avec 2 carbones asymétriques, vous calculez 2 puissance 2, oui mais il y a une méso, et donc vous enlevez 1 à cause de la propriété méso. Donc en cas de méso, c'est moins 1, cette molécule n'a que 3 stéréoisomères de configuration. Pour finir, on va terminer par le vocabulaire relatif à la relation de stéréochimie entre les molécules. Ces mots de relation, vous les connaissez, c'est énantiomère ou diastéréoisomère. Quand est-ce que nous pouvons parler d'énantiomère? Eh bien, l'énantiomérie est une relation entre deux molécules chirales qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire que tous les carbones asymétriques sont inversés, puisque l'image d'un carbone asymétrique R sera un carbone asymétrique S, et inversement. Donc si deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, tous les carbones sont inversés. Ici, on peut le voir, j'ai dessiné cette molécule qui a 1, 2, 3 carbones asymétriques, que j'ai arbitrairement choisi avec le phényl au-dessus, en sin du méthyle qui est là, et en trans de l'hydrogène qui est ici. Eh bien, si je dois inverser tous les carbones asymétriques, voilà ce que je vais dessiner. Le phényl en dessous, le méthyle en dessous, l'hydrogène au-dessus, et ces deux molécules, puisque j'ai inversé tous les carbones asymétriques, seront dites énantiomères. Je n'ai pas besoin d'imaginer un miroir, c'est sûr, elles sont énantiomères. Petite remarque, en termes de propriétés physiques, des énantiomères ont des propriétés physiques parfaitement identiques. C'est un problème parce qu'ils sont non séparables par des techniques physiques puisqu'ils ont les mêmes propriétés physiques. Donc, on ne peut pas les séparer. Il faudra user de la chimie pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais maintenant passer au diastéréoisomère. Qu'est-ce que la diastéréoisomérie? C'est une relation entre deux molécules qui ont des carbones asymétriques non images l'une de l'autre dans un miroir, qui ont des carbones asymétriques. Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient au moins un carbone asymétrique identique et un carbone asymétrique différent à minima. Je vous montre par exemple ici le stéréoisomère que j'ai choisi là. Ce stéréoisomère, voilà, il est dessiné comme ceci. Ce stéréoisomère tel que vous l'avez là, il a 1, 2, 3 groupes sous le plan moyen du cycle. Donc vous voyez bien que par rapport à cette molécule qui avait 2 groupes sous les plans moyens des cycles, vous retrouvez les mêmes ici, le phényl et le CH3. Par contre, pour l'hydrogène, il a été inversé. Donc vous avez un carbone différent, 2 carbones identiques, on est bien dans la règle des diastéréoisomères. Donc ces deux-là sont diastéréoisomères. Si je compare celui-ci et celui-là, vous avez l'hydrogène qui est identique, les deux autres qui sont différents, donc on a bien au moins un identique, au moins un différent, ils sont diastéréoisomères. Je vous propose ici un autre exemple en synthèse, très simple. Je vous propose ici un aldéhyde que je fais réagir avec un organomagnésiien. Donc cet aldéhyde a déjà un carbone asymétrique que j'ai mentionné ici. Et je fais réagir dessus cet organomagnésiien. Vous savez qu'un aldéhyde est plan et que donc cet organomagnésiien peut réagir indifféremment par-dessus le plan ou, je l'indique ici, par-dessous ce plan. Conséquence, l'alcool que je vais obtenir ici va être soit avec l'oxygène au-dessus, soit avec l'oxygène en dessous, c'est-à-dire soit de configuration R, soit de configuration S. Et donc, pour ce carbone asymétrique-là, qui a été créé, j'ai créé le carbone asymétrique, donc là on est A, B, C, on est R pour celui-ci, et on est S pour celui-ci. J'ai créé l'énantiomère de ce carbone asymétrique. Et donc si l'on vous pose la question, quelle est la relation de stéréoisomérie qui lie les deux produits obtenus, vous allez avoir envie de répondre, eh bien ils sont énantiomères à cause de ces deux carbones. Sauf que vous aurez oublié le carbone initial qui était là, et qui lui n'a pas changé dans la réaction. Conclusion, vous avez un carbone initial qui est ici, A, B, C, il est S pour celui-là, et donc il est S ici. Et donc les deux molécules que vous aurez obtenues ici porteront un carbone différent, un carbone identique. Elles sont diastéréoisomères, malgré les deux carbones ici
images l'un de l'autre dans un miroir que vous aurez fabriqué. Pour ce qui est des propriétés, pour les diastéréoisomères, il y en a un autre type. Ce sont des alcènes différents. Les alcènes Z et E sont des diastéréoisomères. Donc je vous rappelle qu'un alcène Z, ça serait par exemple celui-ci. L'alcène E, ce serait bien sûr celui-là. Et bien entendu, ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. La rotation est impossible autour de la double liaison. Ces deux alcènes sont bien des diastéréoisomères parce qu'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Pour ce qui est des diastéréoisomères, ils ont des propriétés physiques différentes. En particulier, leur moment dipolaire ou leur température d'ébullition. Pour les alcènes, c'est assez net. Ou leur solubilisation, leur solubilité dans un même solvant sont différentes. Conclusion, ils vont être séparables par des techniques physiques. Vous allez pouvoir les séparer par distillation s'ils sont liquides. Par exemple, deux alcènes Z et E pourront être séparés par distillation. Par cristallisation fractionnée s'ils sont solides, parce que leur solubilité dans un même solvant sera différente en fonction de la température. Donc en refroidissant, il y en a un qui va apparaître avant l'autre, et il suffit de l'isoler avant que l'autre n'apparaisse. Et enfin, méthode universelle, la chromatographie par colonne. C'est valide que le produit solvant soit liquide ou solide, puisque de toute façon, on travaille dans une technique où les produits sont dissous dans un éluant bien choisi. Eh bien, la chromatographie par colonne va permettre de les séparer en raison de leurs propriétés physiques, en particulier de leurs moments dipolaires différents. C'est une méthode qui est très usitée dans l'industrie. Pour terminer, vocabulaire mélange racémique, ça concerne tout simplement un mélange 50% 50% de deux énantiomères. Donc ici, les deux énantiomères qui sont là, si vous les avez en mélange 50-50, vous pouvez parler de mélange racémique. Par contre, ces deux-là, vous n'aurez pas le droit de parler de mélange racémique, puisque ce sont des diastéréoisomères, même si vous les avez obtenus en 50-50. Nous en avons terminé avec la présentation individuelle de chacune de ces pages. Je vous propose la version résumée de cette fiche, où vous voyez apparaître les trois colonnes que j'ai commentées avec des exemples sur cette unique page, avec en première colonne tout ce qui concerne la stéréochimie des éléments internes d'une molécule, les carbones asymétriques, la double liaison Z ou E et le vocabulaire cis ou syn et trans. Pour ce qui est de la molécule entière, on s'intéresse aux molécules chirales ou non chirales et cas particulier la molécule méso, et on peut, en regardant le nombre complet d'éléments asymétriques de la molécule, que ce soit C étoile ou Z, calculer le nombre maximum de stéréoisomères, 2 puissance n fois 2 puissance a, qui se limite en cas de pont, d'alcènes bloqués ou de molécules méso. Pour terminer, la colonne relations stéréochimiques entre les molécules, avec la définition du vocabulaire énantiomère, entre deux molécules chirales dont tous les carbones sont inversés entre les deux molécules, diastéréoisomère, entre des molécules qui ont des carbones asymétriques, donc ça marche aussi pour méso, et qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, c'est-à-dire qu'elles ont au moins un carbone identique et un carbone différent, ou alors entre alcènes différents, Z et E, sont diastéréoisomères. La remarque sur la propriété physique qui fait que des diastéréoisomères sont séparables, ce qui est très intéressant. Et pour finir, le mélange racémique qui ne peut s'utiliser que pour un mélange d'énantiomères, mélange 50-50 de deux énantiomères. Et dans la vidéo suivante, je vous propose de travailler sur le vocabulaire de l'activité optique relative à la stéréochimie, avec en particulier ce mélange racémique très particulier qui a une activité optique nulle.